Donc là, on est en présence de 4 intervenants. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour discuter du coup de la supply chain de la filière vrac. On va se poser la question de jusqu'où peut tendre le vrac pour aller vers le zéro déchet, parce que effectivement, quand on pense au vrac, on pense à un mode de consommation par excellence qui permet de réduire ses déchets. Mais pour autant, si le consommateur peut venir en magasin avec son contenant réutilisable et se servir à la juste quantité et toujours réemployer son contenant, donc créer peu de déchets, en amont, pour que ce produit arrive là, il a bien fallu transporter, stocker le produit. Forcément, il y a eu un emballage à un moment donné. Donc du coup, on a réuni 4 acteurs de la filière, une commerçante, un fournisseur, une marketplace et un acteur plutôt de la logistique, qui vont discuter avec moi de cette thématique de la réduction des déchets en amont de la filière vrac. Et on va commencer en leur demandant de se présenter un à un. Et Nathalie, on va commencer par toi. Bonjour tout le monde, donc Nathalie Brédéché, j'ai une épicerie vrac indépendante à Créteil, dans le 94, à l'autre bout de Paris. J'ai ouvert il y a 1 an, avec, comme beaucoup, l'objectif de réduire les emballages au niveau du consommateur, mais j'avais aussi cette idée en tête de réduire les emballages en amont, parce que l'objectif, c'est quand même de réduire l'emballage sur la filière globale et pas juste de déporter le problème. Voilà. Merci. Bonjour, Yannick, cofondateur de Bindi. Nous, on est un spécialiste des mélanges. On fait concrètement des recettes qui sont faciles à cuisiner et qui permettent de faire des plats très savoureux, très joyeux. Nos préparations ont des doux noms, comme curry de lentilles à la coco et à la tomate, comme taboulé de boulgour, de poivron au poivron citron menthe, ou encore risotté à l'indienne. Donc nos territoires d'expression, c'est beaucoup l'Inde, c'est la route des épices. Donc nous, on couvre des recettes qui vont de Venise, le territoire de ma famille, à l'Inde du Sud, le territoire de mon épouse et cofondatrice de l'entreprise. On est très investi dans la filière vrac. Le rôle du producteur est vachement critique, puisque nous, on est entre des paysans qui nous livrent des matières brutes et les commerçants qui livrent la recette déjà travaillée. Et on a de ce fait un rôle, on considère qu'on a un rôle vraiment angulaire dans la réduction des emballages. L'entreprise n'a pas été lancée sur le vrac. Quand mon épouse a fondé Bindi en 2013, on a démarré sur des produits emballés avec des petits étuis qui existent toujours, de 250 grammes pour 4 portions. Et on a démarré le vrac il y a 4 ans. Quand on a démarré le vrac, c'était un pari, parce qu'on est des produits à recette, il faut avoir un mode d'emploi, il faut savoir combien d'eau ajouter et quel temps de cuisson faire. Et plein de gens nous ont dit, vous êtes complètement tarés, parce que vendre du riz basmati blanc, ça va, mais vendre des produits qu'il faut préparer en vrac, ça va être compliqué. En fait, ça a un très grand succès. On est donc pionniers, on est les premiers à l'avoir fait. On a été un petit peu copié depuis, pas beaucoup, mais un petit peu copié. Et 4 ans après, le vrac représente aujourd'hui le gros de notre activité. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'abord vrac et parfois on décline en emballé. Mais on démarre toujours en vrac. Et le sujet de l'emballage avec les magasins, c'est un super sujet, mais qui est vachement compliqué. Donc moi, je vous donne déjà ma réponse, c'est que c'est vachement compliqué. Donc on ne peut pas le faire tout seul. Moi, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais c'est juste une tannée d'enlever ce fichu emballage vers les commerçants. Donc je vous ai fait un teasing, c'est hyper compliqué. On va maintenant discuter de comment, et je laisse la parole à ma voisine Sophie, qui va nous aider. Merci Yannick, c'est ravi de passer après toi, surtout que maintenant j'ai faim. Donc je suis Sophie de WeBulk. WeBulk, c'est la première place de marché vrac et zéro déchet à destination des producteurs en fait engagés comme Bindi et des épiceries zéro déchet. Donc l'idée en fait, ça va être de pouvoir mettre en avant les produits de nos producteurs en les valorisant sur la plateforme, donc en les commercialisant, en les libérant aussi d'une charge administrative parce qu'on va réaliser en fait les factures pour eux et aussi une charge logistique. Et du côté en fait épicerie, l'idée en fait c'est vraiment de doter les épiceries d'un outil simple et fluide pour pouvoir passer commande auprès d'un ensemble de producteurs de la manière qu'on espère la plus simple possible et de faire en fait une commande multiproducteur avec une seule livraison, un franco groupé et une livraison donc qui arrive dans l'épicerie.
Donc l'idée derrière WeBulk, c'est bien ça, c'est cette interface à la fois entre producteurs et épicerie, et d'incarner vraiment une communauté en fait du vrac, de proposer aussi des solutions, de les accompagner, et c'est la raison pour laquelle aussi on participe à cette table ronde, c'est-à-dire pouvoir en fait être apporteur de solutions sur tout ce qui concerne en fait les emballages en amont, donc du côté en fait producteur jusqu'à l'épicerie. Voilà. Merci Sophie. Bonjour, moi je suis Hugues Pelletier, je suis le fondateur de Petrel. En fait, moi je ne suis pas du milieu du vrac. Je suis un ancien patron d'un site de e-commerce alimentaire et j'étais patron de cette activité à peu près pendant 7 ans. Et j'ai fait mes calculs, j'ai dû vendre entre 150 et 200 millions de produits avec des emballages, principalement uniques. Je me dis comment est-ce que, en quittant cette expérience, je peux essayer de me racheter. Et donc j'ai monté cette activité Petrel il y a 2 ans. On est basé à Station-F, c'est une entreprise à mission et qui a vocation à mettre en œuvre du commerce circulaire. Et donc en gros, accompagner des industriels, des distributeurs vers le zéro déchet, et entre autres donc, sur ces problématiques de la filière vrac dont on va traiter aujourd'hui. Et en tout cas, juste en intro aussi, je voulais vous remercier pour l'événement, le fait qu'on puisse se trouver en présentiel, et puis aussi nous donner l'opportunité à nous d'être sans masque. Merci Hugues pour cette présentation. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus le projet Petrel, le type d'action que vous menez, notamment je sais qu'il y a l'exemple de Loop. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour que les personnes qui sont à cette conférence comprennent le principe et en quoi tu peux apporter des solutions pour la réduction de l'emballage dans le cadre de la filière vrac? Oui, tout à fait. Chloé. Petit souci, voilà, on repart. Non, c'est le principe de jeunes sociétés, c'est qu'on s'adapte au contexte. Donc voilà, c'est que le RER, c'est un bon exemple. Non, juste pour revenir, donc Petrel, donc moi je suis un ancien de Carrefour, et le point de départ de mon départ du groupe, et surtout pour monter Petrel, c'était une rencontre avec une personne qui s'appelle Tom Saki, qui est le patron de TerraCycle, que j'ai rencontré il y a 2 ans et demi, 3 ans, et qui est venu nous voir en disant on travaille beaucoup sur le recyclage. Il faut réduire les déchets à usage unique, ça c'est une évidence. Et il y a toujours 3 grands moyens. Soit on les réduit en amont, en éco-conception, soit on réemploie, soit on les recycle en aval. Il y a depuis de nombreuses années beaucoup de travail sur le recyclage, et c'est une bonne chose. Il faut travailler sur les 3 axes. Mais la discussion qu'on a pu avoir, c'est de dire, ok, mais il y a un axe qu'on oublie beaucoup, c'est le réemploi. C'est le fait de réutiliser des emballages, et pour justement relancer un système qui s'appelle la consigne, et qui a existé en France jusqu'au début des années 80. Donc certains l'ont connu, mais pas tout le monde, là, dans la salle. On ramenait des bouteilles de bière dans les magasins, et en échange, on récupérait quelques centimes. Ces systèmes, ça existe en Allemagne, ça continue à exister en Belgique, aussi en Alsace, mais ça a complètement disparu en France, hormis dans la partie CHR, café, hôtel, restaurant, où ça a perduré. Et donc on s'est dit, voilà, il faut remettre en place les systèmes de consigne, mais pas uniquement le faire sur des bouteilles. D'accord ? Il faut le faire donc sur du liquide, bien sûr, donc c'est principalement des bouteilles en verre. On peut le faire aussi sur des produits d'épicerie secs, sucrés, salés, ça pourrait être des produits comme les tiens, Yannick, dans des boîtes principalement métalliques, en inox. Ça peut être aussi dans des boîtes plastiques pour ce qu'on appelle du DPH, du droguerie, parfumerie, hygiène. Voilà. Il y a toute une batterie de solutions, de produits d'emballage primaire qui ont été mis en place en appliquant les industriels en amont. Et donc ça, c'était l'origine du lancement Loop, du projet Loop, qui est fait par mon partenaire. Et on a monté Petrel en disant, pour que ça fonctionne, c'est bien beau d'avoir des emballages et d'avoir ce concept, mais pour que ça fonctionne, il faut aussi pouvoir mettre en œuvre une logistique de retour, donc une logistique circulaire, où on vend des emballages de manière classique, mais une fois qu'ils sont vendus, il faut pouvoir les récupérer et les ramener à leur point de départ. Et ça d'une part, et le faire de manière économiquement et écologiquement viable. D'accord ? Parce que sinon, on sait que c'est un des projets qui ne tiendront pas dans la durée. Donc c'était une réflexion sur la partie logistique en premier. En deuxième point, c'était en se disant, ce sont des nouveaux emballages et des emballages plutôt qualitatifs, donc il faut leur donner une valeur. Si vous ne les valorisez pas,
ces emballages, les gens ne vont pas les considérer et donc soit ils vont les remettre à la poubelle, au recyclage, ou ils vont les garder pour eux. Donc c'est important de mettre de la valeur, donc c'est le principe même de la consigne, mais c'est bien beau de le faire, mais ça veut dire qu'il faut faire un flux financier, c'est-à-dire qu'il faut valoriser et à la fin, il faut savoir compenser ou rembourser. D'accord ? Donc il y a des flux financiers à mettre en place, donc c'était aussi le rôle de Petrel, suivre la gestion de projet. Et puis le dernier point pour que ça fonctionne, c'est de dire, ok, c'est bien beau de parler d'emballage, mais les emballages tout seuls, qu'est-ce qu'on en fait en retour? Si le livreur ne peut pas les récupérer, même en entrepôt, donc il faut réfléchir à des emballages secondaires qui ont plusieurs vocations. La première vocation, c'est permettre le transport de multi-produits. Et deuxièmement, de faire le suivi, d'accord, d'avoir une codification et d'avoir un suivi logistique. D'accord, et donc c'est tout ce travail qu'on a mené, de mettre en œuvre des emballages dans le cadre de Loop et dans de l'intégration du projet Loop chez Carrefour, de mettre en œuvre donc, des grands sacs qui se ferment avec des QR codes pour faire des suivis uniques. Et à la fin, ces sacs, bien sûr, on ne va pas les envoyer à la poubelle, c'est-à-dire il faut aussi les réemployer. Et donc, on a travaillé avec des centres pénitentiaires, à Meaux et à Villepinte, pour récupérer ces sacs, pour qu'ils puissent être contrôlés, nettoyés, repliés et renvoyés pour être réutilisés. D'accord ? Et donc, voilà, c'est la vocation de Petrel, de mettre en œuvre donc, du commerce circulaire et donc de tendre vers le zéro déchet. Et suite à ces discussions, c'est là où on a eu des échanges avec Célia, avec Chloé et avec la filière Vrac en disant ok, comment est-ce que, avec l'expérience qu'on a sur le projet Loop, on peut utiliser ces process et ces méthodologies pour faire en sorte de tendre aussi vers le zéro déchet, mais là plus vis-à-vis du client final, parce que dans le vrac, il n'y a pas d'emballage, pas de problématique d'emballage, mais en amont, c'est-à-dire entre la partie industrielle, le fournisseur et le magasin. Merci Hugues pour cette présentation. Je pense qu'on a bien compris le principe du commerce circulaire et de la gestion des déchets dans ce cadre-là. Maintenant, on va en venir un petit peu aux problématiques des professionnels du vrac qui vivent directement les contraintes de leur métier et les difficultés qu'ils peuvent avoir du coup à réduire leurs emballages. Donc, je vais revenir vers toi, Yannick. Est-ce que toi, en tant que fournisseur, tu peux nous parler de mesures que vous avez déjà prises pour essayer de réduire l'emballage avec Bindi ? Oui, donc nous, ça c'est un exemple. Vous avez une photo, je ne sais pas si on la voit de loin, mais vous avez ici une photo de ce qu'on va envoyer aujourd'hui au magasin. Donc c'est des sacs de 5 kg. Nous, on vend par 5 kg. C'est un sac qui est en plastique qui est lui donc recyclable, mais il est en plastique. Le sujet que nous avons, nous, producteurs, le premier sujet, c'est de garantir l'intégrité sanitaire et gustative du produit. Donc sanitaire, c'est évident, on ne veut pas qu'il y ait à commencer par des mythes. Enfin, nous, on est des produits, on utilise des céréales. Autant vous dire que moi, mon atelier dans la Drôme, c'est le palace, c'est le Georges V pour tous les insectes de la terre, les rats de la terre, etc. Donc mon sujet numéro 1, c'est que je ne veux pas que les petites bestioles, elles s'amusent à finir dans les assiettes. Donc je dois garantir une intégrité. Si j'ai un truc qui est en papier, qui se déchire facilement en cours de transport et que l'entrepôt de mon transporteur ne fait pas gaffe, ça va vite être infesté. Quand je dis ça, ça va très vite. Donc, sujet 1, intégrité. Sujet 2, intégrité aussi sanitaire. On ne veut pas qu'il y ait de saleté qui rentre dans le produit en cours de transport. Sujet 2, c'est le goût. On utilise, nous, des préparations. Dans nos préparations, il va y avoir de 10 à 15 ingrédients très variés, où on a passé des années à réfléchir à l'assemblage. On ne veut pas qu'il y ait de perte du goût, puisque c'est à la fin ce qui fait que le commerçant va vendre un produit qui a un goût waouh. Et en particulier, on a des composés volatiles dans nos préparations et on a des composés qui s'oxydent, comme la noix de coco, ou qui se déshydratent, qui s'assèchent très vite, comme des tomates. On passe un temps de malade mental avec nos producteurs des pouilles pour s'assurer qu'on a un bon taux d'hygrométrie dans les tomates. C'est pas pour que derrière, durant le transport, on perde tous ces efforts et c'est que la coco arrive rancie dans l'assiette ou que l'épice se soit volatilisée. Donc ces deux raisons-là nous motivent à avoir un emballage qui doit être très hermétique. Le sujet, c'est hermétique. On a testé 36 emballages possibles. Aujourd'hui, cet emballage que vous avez sous les yeux, c'est le meilleur qu'on ait trouvé pour l'instant. Donc, les mesures qu'on prend, maintenant pour répondre à ta question, Chloé, mesure numéro 1, c'est d'améliorer déjà cet emballage, de réduire la consommation de carbone qu'on va faire pour le même type d'usage. Tant qu'on est sur un plastique, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Donc ça, concrètement, pour être très concret, c'est est-ce que, par exemple, je peux réduire déjà, on va travailler sur le type de matériau et l'épaisseur.
Je ne pense pas que ça vous intéresse, on n'est pas là pour faire un cours de packaging, on est là pour enlever l'emballage, donc je ne rentre pas dans les détails. Si ça vous intéresse, venez me voir en direct. Il y a 36 000 sujets là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va en particulier jouer sur la finesse, réduire l'emballage. Quand on travaille sur la finesse, là je suis au taquet de ce que je peux faire. Si je fais plus fin, de quelques microns, l'emballage va se déchirer. Il ne va pas résister au poids de transport sur les palettes. Donc voilà, je suis au taquet de ce levier-là. Donc moi j'ai épuisé, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec l'équipe sur ce truc-là. On est au taquet de ce qu'on peut faire, à la fois en matériaux et en finesse. Donc le truc d'après, c'est enlever l'emballage. Et évidemment, ça c'est mon grand rêve. Nous, on est vraiment des passionnés. Enfin, toute l'équipe est passionnée par le sujet du vrac. Donc, et évidemment, on n'a pas envie de garder ce truc-là. Donc l'étape d'après, c'est de le supprimer, mais en assurant l'intégrité. D'où le besoin de trouver de nouvelles solutions. Alors, dans Réseau Vrac, moi je suis hyper investi dans la sauce. Je trouve que le bureau fait un job de malade. Et donc un jour, Chloé elle me dit, bon, il faut que tu animes un groupe de travail avec Nathalie sur la réduction des déchets. On a démarré, je me rappelle, la première réunion, et on a démarré par un audit. On a dit, bon, c'est quoi les solutions alternatives? Nous, on avait tous en tête, ben oui, on n'a qu'à faire des contenants réutilisables, hein, mais de manière candide. Et là, je me rappelle très bien d'une épicière dans Paris qui nous dit, ah non, attendez, vos trucs réutilisables, là, vous savez ce qui se passe? Moi, j'ai loué un local pour les stocker. Donc, c'est sympa, vos idées de trucs réutilisables, mais qu'est-ce qui se passe chez nous dans le commerce? Et Nathalie en parlera beaucoup mieux que moi. J'ai 36 formats différents, des seaux carrés, des seaux ronds, des 5 kg, des 10 kg, des 8 kg, des machins en rond, des trucs transparents en blanc, etc. Je me retrouve à louer un garage pour stocker vos trucs, ou alors à payer très cher pour qu'on me les récupère vite et que ça ne prenne pas de place. Donc on s'est vite dit, oulala, il va falloir trouver une solution. Donc la solution, en tout cas moi l'hypothèse à laquelle je crois, c'est que moi tout seul, moi je suis une petite PME et qu'une petite PME, tout seul je peux rien faire. Si je commence à livrer, ce matin je voyais une épicerie à Lyon, qui est pourtant pas loin de la Drôme, mais quand je lui donne, quand on regarde le coût de récupération de Lyon à la Drôme, c'est qu'1 heure en voiture, mais c'est un coût logistique, c'est un coût faramineux, que moi épicier, je ne peux pas payer. Mes préparations, elles coûtent 1 euro la portion, c'est 1 euro le repas que je sers. Je ne peux pas payer un coût logistique de 50 centimes par préparation. C'est juste pas possible. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui soient industrialisables. Et donc ce qu'on cherche, on est en chemin, comme vous l'avez compris, c'est une quête. On cherche des solutions qui soient standardisées pour que le commerçant n'ait pas à gérer 36 systèmes et que moi, fabricant, je puisse m'assurer que c'est économiquement viable. Et donc on cherche des standards. Merci Yannick. Du coup, tu as très bien introduit Nathalie. Nathalie, je pense que ça serait intéressant que tu croises le regard avec Yannick sur justement ton quotidien de commerçant de vrac. Quel type d'emballage tu reçois? Comment tu les gères? Est-ce que toi, de ton côté, tu mets en place des solutions de réutilisation? Tu fais des dons ou tu essayes de faire du réemploi avec d'autres fournisseurs? Enfin, comment tu t'organises? Et quelles contraintes tu rencontres en fait, pour aller encore plus loin dans cette démarche, toi qui es très sensible à cette question? Oui, alors j'ai oublié de préciser quelque chose dans l'introduction, c'est que j'ai une formation d'ingénieur emballage et je travaillais auparavant chez Système U. Donc j'ai une bonne connaissance des contraintes liées à l'emballage et de notamment tout ce que disait Yannick sur la préservation à la fois qualitative et aussi bactériologique, on va dire. Et je sais très bien qu'un emballage, il y a des limites, il a une utilité, mais voilà, il faut jouer sur quand est-ce qu'on peut l'enlever, quand est-ce qu'il sert et quand est-ce qu'il ne sert plus. Voilà, du coup, moi, quand j'ai ouvert mon épicerie, j'avais en tête ça et j'avais aussi en tête de vouloir réduire au maximum les emballages en amont. Et donc, j'ai cherché en priorité des fournisseurs qui travaillaient soit sur du réutilisable, je pense, j'ai le droit de citer des fournisseurs. Voilà. Par exemple, en détergence, il y a 2 grands acteurs aujourd'hui. Il y a Bulvert et il y a Symbiose, à ma connaissance, les 2 grands. Symbiose, j'ai la chance d'être à 200 km de chez eux et ils ont un système de récupération des bidons. Ils ont une qualité de produit qui est similaire, on va dire, à Bulvert. Donc, mon choix s'est porté naturellement sur Symbiose, même si au niveau tarif, je ne saurais pas vous dire, mais ça se trouve, ils sont un petit peu plus chers ou pas, j'en sais rien. Mais le fait de pouvoir redonner l'emballage, c'était un critère qui était plus important pour moi que de rajouter 3 centimes, on va dire. Et je sais au niveau de mes consommateurs que quand je leur dis, bah oui, mon bidon là, ça ne sera pas jeté, ça sera réutilisé par le fournisseur, eh ben, ils sont sensibles aussi à ça, parce que eux, ils réduisent leur emballage, mais ils voient bien que
Si moi je le réduis pas en amont, ça sert à rien en fait. Pour l'anecdote, j'avais fait le calcul rapide avec un bidon de bulles vertes et j'en étais arrivée à la conclusion que un bidon de 20 litres de détergent contre l'équivalent en bidon individuel, juste sur le plastique, c'était pas forcément rentable au niveau écologique. Donc il faut vraiment se poser la question en tant que fournisseur, en tant qu'épicier et en tant que consommateur. Voilà. Je me suis perdue après dans mes idées. Peut-être nous expliquer un peu, à part, tu dis que tu reçois des bidons, est-ce qu'il y a d'autres types d'emballages que tu reçois qui vont être problématiques particulièrement pour stocker, réutiliser, etc. Alors après, on a beaucoup de problématiques de conservation des produits. On était sur un bon exemple avec Bindi où on est en effet sur un produit très sensible avec des épices qui peuvent aussi être tachantes. Du coup, avoir un emballage réutilisable sur celui-ci, c'est compliqué. Donc ça, je peux l'entendre de la part d'un fournisseur. Et surtout quand le fournisseur me dit « oui, on ne sait pas faire aujourd'hui, mais on y réfléchit ». Moi, j'ai commencé avec des fournisseurs qui me disaient « non, la consigne, aujourd'hui, je suis incapable de vous la fournir ». Et aujourd'hui, on a des exemples qui se développent. Et j'étais contente de commencer il y a un an avec eux et de poursuivre aujourd'hui. Et après, en termes de contraintes, moi, j'ai toujours comme réflexe de regarder l'emballage chez le fournisseur, de me dire est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est de l'aluminium. Sachant que je suis en région parisienne, que j'ai la chance d'avoir un centre de tri qui me reprend et le plastique et tous les emballages, on va dire, je mets presque rien dans ma poubelle des déchets ordinaires, mais je sais quand même que ça reste un déchet. Et comme tous ceux qui sont dans le zéro déchet, on ne veut pas de ces déchets. Merci Nathalie. Du coup, est-ce que Sophie, tu peux nous parler de Webulk et en quoi tu penses qu'une marketplace comme Webulk peut apporter des solutions pour des acteurs comme Yannick ou Nathalie qui aimeraient aller plus loin dans leur réduction des déchets et qui ont des difficultés? Est-ce que il y a des solutions que vous pouvez proposer qui peuvent en tout cas tendre dans cette direction? Et quelle est votre vision sur la thématique du zéro déchet dans la filière vrac? Oui, alors en fait, je pense que l'un des principes même en fait de Webulk, ça va être d'essayer de fédérer des acteurs pour trouver ensemble des solutions. Je pense que Webulk en tant que tel, nous, notre petite équipe, on ne va pas trouver la solution miracle demain. On va y aller à tâtons. En fait, on va essayer plusieurs solutions. On va potentiellement se tromper. On va même se tromper. On va revenir en arrière et on va en créer des nouvelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a cette capacité à travailler en fait à grande échelle et à apporter des solutions de grande échelle à des épiceries individuelles. Donc de pouvoir finalement apporter des solutions mutualisées qu'on va pouvoir développer et proposer en fait à des épiceries qui peut-être de manière individuelle n'auraient pas pu en fait franchir ce pas-là. Ensuite, aujourd'hui, concrètement, on va travailler avec des producteurs qui sont déjà engagés dans la filière vrac, qui sont très sensibilisés en fait au sujet des emballages et qui surtout en fait ont envie d'aller plus loin. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tout cet enjeu en fait autour de ce groupe de travail, à l'idée à savoir quel type en fait, de contenant on va créer, comment est-ce qu'on va les mettre en place, et il faut répondre en fait à tous les enjeux dont vous avez pu parler, Yannick et Nathalie, à savoir à la fois des enjeux d'hygiène, parce qu'on peut avoir, au final en fait on va manipuler des matières premières et des matières alimentaires, donc il va falloir vraiment être complètement transparent sur cette notion de qualité, donc il y a ce premier enjeu, et puis après il y a l'enjeu côté épicerie qui est vraiment avoir un contenant qui soit manipulable, qui soit stockable, qu'on puisse rendre en fait s'il est consigné de manière rapide, ou alors qu'on puisse le stocker, quelqu'un va venir le chercher. Donc il y a tout en fait ce système à mettre en place, et c'est là où je pense Webulk a ce rôle un peu d'accompagnateur et aussi de proposition de solutions, qui est que on peut accompagner à grande échelle un réseau en fait d'épiceries et organiser aussi le schéma, en fait, le retour de tous ces contenants de manière, alors je dirais pas simple, parce que hélas, ce n'est pas simple, sinon ça serait déjà fait, mais au moins d'essayer de le faire. Donc c'est du moins en fait ce sur quoi aujourd'hui on s'engage. Ensuite, on a aussi la chance d'avoir des entreprises dans notre écosystème qui peuvent aussi innover et nous aider aussi à améliorer nos réflexions. Je pense notamment, par exemple, à Bulk & Co aujourd'hui qui sait déjà manipuler des denrées alimentaires dans des salles blanches. Donc, en termes de conditionnement, on a déjà des bonnes pratiques qui sont en place et qu'on peut aussi démocratiser pour aussi favoriser en fait vraiment les bonnes pratiques à grande échelle.
Merci Sophie. Et du coup, voilà, je rebondis aussi sur ce que disait Yannick, donc sur la difficulté en tant que fournisseur de diminuer l'emballage, d'agir seul en fait en tant que petite entreprise, et également la nécessité de développer des standards pour que ce genre de solution se développe à grande échelle. Et du coup, je me tourne vers toi, Hugues, pour essayer d'apporter des pistes de réflexion par rapport à ça. Toi, sur les clients de Petrel, sur les projets sur lesquels vous travaillez, j'imagine que ces questions-là se posent de embarquer des acteurs, essayer de faire produire des changements sur des thématiques de réduction des emballages, d'économie circulaire, de consignes. Comment vous travaillez? Comment embarquer des acteurs sur ces questions-là? Est-ce que tu as des éléments de réponse à nous apporter? Alors, je pense que ce qui est important, c'est toujours partir du besoin de la filière et donc finalement d'écouter chaque acteur. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a fait un certain nombre de groupes de travail donc, avec le réseau VRAC depuis le début de l'année. Et on a eu l'occasion de questionner donc, des magasins, des industriels sur leurs problématiques pour voir leur niveau de priorité. Bien sûr, regarder déjà l'état des lieux, de la manière dont ils travaillaient et comment on pourrait mettre en œuvre un projet zéro déchet. Donc ça, c'est en point de départ. Et ensuite, ce qui me semble important, c'est donc il y aura des process à mettre en place, mais ça, on va en parler un petit peu après. Et ça va être quand même la conduite du changement qu'il va falloir mettre en œuvre. Parce que c'est un travail qui va se faire étape par étape. Yannick en parlait tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine et qui demande des efforts quand même et qui ne se fera pas en claquant des doigts. Donc ce qui est important, c'est être en capacité d'assez rapidement de lancer des pilotes, de tester les choses, de faire des retours d'expérience et puis étape par étape étendre l'expérimentation à des volumes plus importants pour justement valider des hypothèses, que ce soit au niveau du choix des emballages, parce que ça c'est un point vraiment important, et puis surtout la manière de le mettre en œuvre. Merci. Alors du coup, c'est là qu'on arrive sur la présentation du projet qu'on est en train de mettre en place avec les acteurs ici présents et certains autres. Donc voilà, Yannick en a parlé. En 2019, on a monté un premier groupe de travail pour réfléchir à la réduction des emballages. Et voilà, comme il a dit, on en est vite arrivé à se dire il faut réemployer les emballages. Mais sauf que bon, une fois qu'on a dit ça, comment le mettre en place? Et c'est là-dessus qu'on a rencontré Hugues et qui nous a aidé avec Petrel à réfléchir sur ces questions-là. Et donc, avec plusieurs acteurs, des fournisseurs, des commerçants, des logisticiens et des professionnels de l'emballage, on a commencé à imaginer la plateforme régionale de solutions modulaires zéro déchet qui serait adaptée à toute la filière vrac et qu'on a surnommé donc les hubs vrac. C'est vrai que Hugues l'a dit aussi, nous ce qu'on voulait c'était que ce projet-là il serve à la filière, que ce soit pas juste nous qui nous disions ok bon bah ça doit être utile de lancer ça, de faire de l'économie circulaire sur des emballages réutilisables. On a vraiment voulu tester les retours terrain, voir si ça pouvait intéresser des adhérents. Et donc on les a questionnés et les retours au questionnaire ont été assez favorables, c'est-à-dire que les fournisseurs, trois quarts d'entre eux un tiers d'entre eux trouvent que la réduction des emballages est prioritaire. Ça monte à 3/4 pour les commerçants. Ils mettent déjà beaucoup pour la plupart en place des choses, mais chacun un peu tout seul dans leur coin. Et comme l'a dit Yannick, c'est difficile finalement de changer les choses à grande échelle quand on est tout seul dans son coin avec 2-3 partenaires où on essaye de faire des choses. Mais c'est pas comme ça qu'on peut malheureusement embarquer tout le monde. Du coup, on en est venu à cette création de cette idée de Hub Vrac qui va bientôt rentrer dans une phase de test. Et du coup, je vais redonner la parole à Hugues, qui est partenaire de ce projet-là et qui va pouvoir rentrer dans les détails. Ouais, merci Chloé. Donc, en effet, la discussion qu'on a pu avoir autour du Hub Vrac, c'était d'apporter une solution donc zéro déchet sur donc, la filière du vrac, a une vocation à toucher un certain nombre d'acteurs, en commençant quand même principalement par des produits secs, mais avec une volonté peut-être d'aller sur d'autres typologies de produits. Et dans son titre, c'était bien avoir déjà des plateformes régionales, parce que ça veut dire, le fait de mettre en place du zéro déchet, ça veut dire des boucles et des boucles de retour. Et pour que ce soit viable, il faut le faire dans des distances raisonnables. Et au niveau d'une région, c'est ça qui est cohérent. Donc c'est pour ça qu'on va le commencer en région
Île-de-France. Et l'autre volonté, c'est le fait d'avoir aussi des solutions modulaires. C'est-à-dire qu'au départ, on aura peut-être dans la partie pilote en disant une solution ad hoc, c'est un petit peu, on va dire, c'est le menu, prenez le menu, et puis avec une volonté peut-être à moyen terme d'avoir des solutions plutôt à la carte et de proposer différents modules selon les besoins de chaque acteur. Mais ça, c'est dans la manière dont on va construire le projet dans la durée. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, je ne sais pas si vous voyez bien le schéma, mais sur la partie milieu, donc il y a la plateforme elle-même avec 2 boucles. Une boucle en amont, qui est le lien avec les fournisseurs, les industriels, où on va déjà faire une première boucle sur des emballages donc, clairement de taille significative, donc qui peuvent être soit dans des seaux de plusieurs 10-20 kg, ou alors aller jusqu'au big bag, ou alors des choses encore plus au niveau de l'équivalent d'une palette, donc des volumes significatifs, et qui vont tourner en zéro déchet. Et puis donc il y a la boucle amont, ou non, je dis une bêtise, l'aval, l'amont. Quoi ? Je me croise les pinceaux. Donc il y a bien l'amont ici pour les fournisseurs, je me retourne, et l'aval côté distributeur et magasin, où là c'est à partir de la plateforme elle-même, faire en sorte de venir livrer les magasins avec des emballages réutilisables, profiter de ce transport pour aussi récupérer les emballages vides, et ensuite revenir à la plateforme qui doit être à nouveau, l'important c'est de trouver aussi un lieu géographique d'une plateforme qui soit à des distances raisonnables. Alors ça ne peut pas être dans le centre de Paris par exemple, pour des problématiques de coût au mètre carré, donc c'est souvent le long de la N104, c'est souvent en termes de logistique les meilleurs ratios entre prix au mètre carré et distance. Et donc dans cette plateforme, l'idée c'est donc de récupérer des emballages, laver les emballages, avoir des outils de reconditionnement pour pouvoir les remplir, et puis ensuite donc de gérer du stock et pour permettre ensuite de faire partir en fonction des commandes. Donc ça c'est la plateforme, et qui va bien sûr utiliser donc les emballages amont qui arrivent des industriels, où là aussi on aura une boucle pour les renvoyer. Il y a plusieurs problématiques par rapport à ça. La première, c'est d'identifier les bons emballages, d'accord, qui vont être adéquats pour, comme on en parlait tout à l'heure, essayer de trouver des standards, et avec, par exemple, des seaux ronds avec peut-être 2 ou 3 types de volumes au départ, qui est ensuite à en ajouter certains autres pour permettre de répondre aux différents besoins. Donc ça, c'est l'emballage. Et puis ensuite, donc, c'est mettre en place les boucles opérationnelles, et le commencer avec quelques opérateurs qu'on commence à identifier, donc fournisseurs en amont, et puis quelques magasins pour tester dans les semaines, dans les mois à venir ces process. Merci Hugues. Et du coup, Sophie, est-ce que toi, tu peux nous parler du rôle de WeBulk dans ce groupe de travail et dans ce projet de HubVrac ? Avec plaisir. WeBulk a vraiment ce rôle d'interface en fait, entre le fournisseur et l'épicerie. Donc l'essence même de WeBulk, c'est ça. C'est vraiment de mettre en relation des producteurs engagés et des épiceries, de faciliter en fait la prise de commandes groupées. Et clairement, en fait, dans ce projet, cette idée, ça va de continuer en fait d'incarner cette plateforme. C'est-à-dire vraiment de mettre en relation, de mutualiser des solutions et d'être vraiment un porteur de solutions. Donc aujourd'hui, en fait, le projet tel qu'il est, là, c'est une esquisse. Les solutions concrètes, en fait, elles vont être définies plus tard. Et le rôle en fait plus concret de chacun le sera aussi. Il y a encore tout à inventer. On pourrait très bien, par exemple, inventer, se positionner en tant que récupérateur des contenants sur notre circuit, vu qu'aujourd'hui on gère les livraisons vers les épiceries. Demain, on pourrait penser potentiellement récupérer en fait les contenants une fois que l'épicerie repasse une commande. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable et du moins qui serait facilement actionnable, qu'on pourrait mettre en place en fait très facilement dans ce projet pilote. Mais une nouvelle fois, en fait, dans les solutions telles qu'elles ont été pensées aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il va falloir les tester. Nous, notre rôle continuera en fait d'être vraiment ce pont entre le producteur et l'épicerie, et de faciliter aussi la commande, la reprise en fait de consignes sur ce projet.
Oui, donc on voit qu'en fait, il y a pas mal de solutions possibles avec différents acteurs, mais quand on se rassemble, c'est quand même plus facile avec justement des solutions logistiques ou des plateformes type WeBulk. Et du coup, moi, je voulais interroger Yannick et Nathalie aussi sur ce projet et cette esquisse de vrac. Toi, Yannick, en tant que fournisseur, est-ce que ce type de boucle, ce type d'esquisse, ça peut répondre justement aux problématiques fournisseurs que tu rencontres et comment est-ce que tu penses qu'on va réussir à embarquer d'autres fournisseurs dans cette démarche-là et comment le faire, dans quelle perspective? Ouais, alors moi pour moi le premier point c'est que il faut être pionnier, il faut innover. Donc nous notre logique chez Bindi c'est de dire si on réfléchit de manière rationnelle et qu'on regarde le problème, on l'a fait. Ça, le truc est inextricable. Donc en fait, franchement, il faut juste être taré. Donc nous, notre sujet là-dessus, c'est d'être taré. De dire, on va prendre un pari, on va bosser avec plusieurs personnes, on va être plusieurs tarés ensemble, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est comme ça qu'on a toujours explosé les scores chez Bindi. C'est en partant d'un truc où tout le monde disait ça ne marchera pas, et ben non, ça va finir par marcher. On ne sait pas comment on avance, on va le trouver en chemin. Donc il faut d'abord être vraiment taré. Plein de gens vont dire, nous, quand on parle, parfois je suis appelé par des gros industriels qui me disent « Non, mais c'est débile le vrac, vous êtes carrément frappé, ça n'a pas de sens, machin. » Très bien, je m'en fiche. Moi, c'est pas mon sujet. Je ne suis pas là pour écouter les industriels. Je suis là pour faire un truc qui est taré et qui un jour marchera. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est effectivement cette économie circulaire, elle est fondamentale. Moi, je suis dans l'alimentation depuis presque 20 ans. Ça fait 20 ans que personnellement, j'en ai marre qu'on parle d'économie circulaire sans la faire. Donc le sujet, c'est de le faire. C'est le faire. Donc moi, c'est pas grave si c'est à petite échelle au début. Je le fais, on va le faire là à quelques-uns, mais au moins, on le fait. On y va, quoi. Il faut, le sujet numéro de l'entrepreneur, c'est on passe de l'idée à l'action. Et donc, le truc, c'est de faire des petits pas. On va démarrer par des trucs petits, mais au moins, on avance. Le troisième sujet, c'est que, en plus, en faisant ça, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans cette aventure, il y a plein de choses qui sont intrigantes. C'est comme le vrac. Enfin, c'est quand on parle du vrac, le vrac, c'est un autre monde, en fait, par rapport aux produits emballés. Donc, pour un producteur, le vrac, c'est pas un nouvel usage, c'est un autre monde. Et pareil, l'économie circulaire, pour nous, ça va être un autre monde. Je vous donne un seul exemple. J'ai un autre monde. C'est que, par exemple, un des sujets clés du vrac, c'est la traçabilité. Le vrac est génial, mais attention, il peut anonymiser le producteur. Beaucoup de mes commerçants vont tenter d'anonymiser en disant, pas Nathalie, évidemment, un bon commerçant, une bonne commerçante va bien faire le vrac. Mais attention, dans l'histoire française du commerce, on a aussi connu des mafieux qui utilisaient le vrac pour couper la marchandise. Je rappelle que le vin en France était vendu en vrac pendant très longtemps. La bouteille de vin, si vous parlez à vos cavistes, elle est apparue de manière assez récente pour contrecarrer le vrac parce qu'il y avait de la malfaçon. On coupait un bon Creux-Hermitage avec un mauvais Saint-Joseph. Donc, il faut faire gaffe aujourd'hui à la traçabilité. Et le sujet, pour moi, de l'économie circulaire, c'est aussi de faire attention dans le mûrissement du vrac à ce que des mauvaises intentions ne rentrent pas dans le jeu. Donc, plus on avance en vrac, plus il faut monter la barre, plus il faut s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Sinon, les lobbies du pétrole vont vite nous rattraper. Je suis un peu politique là, mais c'est à peine ça. C'est quand même un peu ça. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit toujours vraiment devant, quoi, en termes de tout, quoi. Il y a plein de batailles. Et la bataille de l'information, enfin pour moi, ce sujet-là, c'est, je dirais, avant tout, une bataille de l'information. Et alors, je vais arrêter de me parler, mais bataille de l'information, c'est numéro 1, arrêtez de dire des conneries. Moi, j'en ai marre, enfin, je suis entrepreneur, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a plein de startups qui racontent n'importe quoi, enfin, qui font une jolie vidéo à la con, où on montre un truc sympa, alors qu'il n'y a aucune réalité factuelle. Donc, nous, entrepreneurs, on a d'abord comme intérêt, on a d'abord comme préoccupation de montrer des preuves, et montrer des preuves, c'est pas toujours ce qu'on croit qui va marcher. Donc moi, je veux, avoir des preuves que l'économie circulaire elle est plus efficace en bilan carbone, en consommation carbone que ce que je fais aujourd'hui. Et tant que je n'aurai pas cette preuve, je ne déploierai pas à grande échelle. Donc je veux des preuves. Et ce que j'attends des WeBulk et des Petrel, c'est des analyses quantitatives de la valeur. Deuxièmement, c'est de pouvoir mieux informer les mangeurs en bout de chaîne de l'origine des produits. Et l'économie circulaire, pour le coup, ça va être génial, parce que pour le coup, ça va être la capacité aussi à montrer de manière encore plus flagrante ces liens dont Nathalie parle, qui est je veux pouvoir savoir d'où ça vient, par où c'est passé, et garantir que c'est du vrai et du bon. Merci Yannick. Et donc du coup, pour finir, Nathalie, toi, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti par rapport à ce projet-là? Est-ce que tu vois des points de vigilance aussi à avoir en tête du point de vue d'un commerçant?
Alors, moi, ce que j'ai constaté au niveau de l'épicerie, c'est que quand on est sur de la réutilisation locale, on va dire, sur des fournisseurs qui sont proches de chez nous, il y a des solutions qui sont assez faciles à mettre en place. Et les fournisseurs, quand c'est des petits, comme des petites épiceries, ils sont assez ouverts à dire OK, je réutilise, OK, je reprends, etc. Par contre, quand on arrive sur une échelle plutôt nationale et qu'on a un fournisseur qui est à l'autre bout de la France, mais qui est quand même un fournisseur important pour l'épicerie, ben, quand on lui dit oui, ben, ça serait bien qu'on mette de la consigne en place, il nous regarde en disant c'est pas possible, c'est trop de kilomètres. Et c'est vrai, en plus, au niveau circulaire, ça a été prouvé qu'au-delà de 150 km, l'impact environnemental n'est pas forcément bon. Donc la logique, c'est de dire ok, on veut faire de la consigne, mais est-ce qu'il y a un vrai sens là-dessus? Sur des fournisseurs qui sont plus gros, qui n'ont pas forcément le positionnement consigne, et puis sur des fournisseurs qui sont loin. Moi, l'avantage que je vois à la plateforme qui est mise en place, c'est de se dire on remet tout ça de manière à la fois régionale et à la fois uniformisée, dans le sens où moi, je pourrais commander très très loin, à l'autre bout de la France, mon produit, dans un emballage que je vais renvoyer en régional et qui sera réutilisé en régional par un fournisseur qui, lui, potentiellement, ira renvoyer à l'autre bout de la France à un autre client. Donc il y a une espèce d'économie circulaire qui va se créer et c'est là où je vois un vrai intérêt. Après, en effet, il faudra... Enfin voilà, c'est l'avantage d'être pionnier dans le groupe de travail, c'est de se dire on teste. Peut-être qu'on va se planter, et peut-être qu'on va trouver une idée géniale, et j'espère qu'on arrivera surtout à l'idée géniale. Super. Bon voilà, on voit que c'est compliqué cette question. D'ailleurs, Yannick l'avait introduit comme ça. C'est compliqué cette question de la réduction des déchets en amont de la filière. Il y a plein d'enjeux, à la fois la possibilité de reprendre les contenants, de mettre en place toute cette logistique, de trouver des partenaires avec lesquels travailler pour mettre en place ce process-là. Également la question du coût que ça va engendrer, de la traçabilité des produits, et aussi des distances que ça va engendrer et du bilan carbone derrière. Donc voilà, on voit que c'est une équation très complexe. Et du coup, pour terminer, je vais demander à chaque intervenant de donner un peu son mot de la fin, son ressenti sur ses espoirs en termes de développement de la filière vrac sur cette question du zéro déchet. Vas-y, Nathalie, si tu veux commencer avec un petit mot de la fin. Moi, j'espère surtout que ça va aboutir à quelque chose de très positif parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le vrac se développe de manière assez importante et assez rapidement. Chez le consommateur, aujourd'hui, un consommateur qui rentre dans une épicerie vrac, il peut pratiquement ressortir, il peut ressortir sans déchets. Par contre, la vraie problématique de demain, ça va être nous. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces déchets-là ? Et c'est important qu'on y pense. Parce que si c'est ce que je disais au début, si c'est juste déporter le problème, ça ne sert à rien. Par contre, on a un vrai rôle en tant qu'épicier de dire on résout le problème de l'emballage. Pas seulement chez le consommateur, mais aussi en amont. Et c'est là où le groupe de travail, on avance dessus et on apportera des solutions plus tard. Non, moi, je trouve qu'il y a des... Ce qui m'encourage, c'est qu'effectivement il y a une énergie qui se crée. On est déjà, en fait, on va très vite finalement. C'est pas beaucoup de temps. Hein. On a démarré le groupe de travail il y a même pas 2 ans. Donc en fait, on est en train d'aller vite. On voit qu'il y a la présence en fait de autant de monde dans un atelier sur la supply chain, qui est quand même pas le sujet le plus glamour de la terre. C'est une preuve qu'il y a vraiment de l'appétit pour ça. Et troisièmement, moi je suis frappé par des expérimentations dans le monde qui sont sidérantes. Nous on passe beaucoup de temps avec nos producteurs d'épices en Inde. En Inde, vous avez des expérimentations, dans un pays très pauvre. Hein. En fait, l'économie circulaire, ultimement, ça va être pour moi apporter de l'accessibilité renforcée. Virer l'emballage, c'est aussi faire en sorte que dans mon métier, on paye pour de l'aliment et pas des trucs qui n'ont aucun intérêt. On ne mange pas le packaging. Et en Inde, je suis bluffé quand je vois dans les filières du lait ou la filière à Bombay, il y a un truc qui s'appelle les Dabbavala. Regardez sur YouTube, Dabbavala, la livraison des boîtes repas en fait, entre les maisons et les bureaux, avec une boucle retour hallucinante. Même Amazon n'a pas compris comment ils faisaient aussi bien, et ce sont des gens illettrés qui livrent. C'est un truc hallucinant. Donc justement, il faut être, à nouveau, moi je confirme qu'il faut être fou. Et c'est en étant fou qu'on va trouver un truc hallucinant. Et moi, j'ai un rêve. Donc mon rêve, c'est que dans 5 ans, on se retrouve ici et on se dise, mais pourquoi on avait de l'emballage ? Le rendez-vous est pris, du coup.
Moi, j'irai plus loin dans le défi, je dirais l'année prochaine, on va arriver avec la solution. Moi, je trouve que c'est hyper motivant en fait, de se dire, tiens, on va essayer de vraiment apporter de la cohérence sur la filière vrac. Aujourd'hui, quand on parle du vrac, on associe souvent vrac avec zéro déchet. C'est le cas dans une épicerie. Quand on franchit en fait, les portes d'une épicerie, on est clairement zéro déchet. Quand on regarde ce qui se passe en amont, en fait, entre le producteur, la livraison, le fournisseur et l'épicerie, on n'y est pas. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, on va participer à trouver cette solution, la meilleure solution possible pour que le vrac soit réellement zéro déchet. Et ça, c'est super motivant. C'est d'autant plus motivant quand on voit là, le nombre de participants qui s'intéressent à ce sujet super sexy de la supply chain. Et ça l'est d'autant plus qu'il y a déjà des solutions qui sont en train d'être développées. Il y a des producteurs qui vraiment en fait, se creusent la tête pour mettre en place des choses concrètes. Je pense à nos partenaires Jean Bouteille qui réussissent vraiment en fait, dans la consigne. Et il faut aussi réussir à embarquer ces solutions existantes, essayer d'innover, de trouver quelque chose en fait, qui fonctionne bien, mais sans perdre aussi de vue ce qui a été mis en place, qui a mis du temps aussi à mettre en place, et essayer d'embarquer en fait tout le monde. Et ça, je pense que ce qui est motivant, c'est à la fois de trouver une solution super innovante qui soit facilement mise en place dans les épiceries, sans oublier en fait les producteurs qui ont déjà réfléchi en fait sur le sujet, et de le faire tous ensemble, parce que je pense que la clé du succès, ça va vraiment être de le faire ensemble. Si on est juste un tout petit groupe de tarés, c'est sûr qu'on va bien se marrer, mais au final, il ne va pas en ressortir grand-chose. Et donc c'est vraiment cet aspect communautaire qui va faire en sorte que la solution sera viable, mais surtout pérenne. Bon, moi, je vais être assez consensuel en disant qu'on a à la fois un enjeu à 1 an et à 5 ans. L'enjeu à 5 ans, c'est bien que l'ensemble de la filière bascule et se transforme. Et c'est important pour que ce soit une vraie transformation, qu'il y ait un vrai changement. Sinon, c'est des petits ruisseaux. Mais aussi, c'est un enjeu important pour que ce soit économiquement viable, parce qu'il est important qu'il y ait du volume pour que les coûts baissent en supply chain. Il faut que les camions soient pleins, soient complets. Il faut aussi, et sur l'aspect écologique aussi, parce qu'il faudra faire des ACV, des analyses de cycle de vie, pour s'assurer que ce qui est mis en œuvre ne soit pas plus défavorable en bilan CO2 que l'existant en plastique à usage unique. Et c'est pas une évidence, c'est pas un truc en disant ah ouais on fait du réemploi ça sera mieux, pas forcément. Il y a des notions, en effet l'ADEME en parlait sur des bouteilles en verre, c'est 250 km, la limite souvent, d'où l'importance d'être en régional. Mais une seule région, ça ne suffit pas, donc il faudrait être en multi-régional, aller voir peut-être d'autres pays dans les années à venir. Donc il y a un vrai enjeu de filière de manière complète, mais cette transformation de la filière, ce n'est pas en claquant des doigts, et ça on en a parlé à plusieurs reprises, c'est déjà avoir des jalons, des étapes intermédiaires, et entre autres, ce jalon d'ici 1 an, d'avoir fait un pilote au niveau d'une région, déjà un certain nombre de produits, quelques emballages, et s'assurer déjà qu'on a passé des jalons ensemble, on a craqué des sujets, compris des problématiques, intégré des notions de traçabilité qui sont vraiment importantes en effet, qui permettront aussi peut-être plus tard, pas dans 1 an, de mettre des systèmes de blockchain en place pour assurer vraiment l'ensemble de la traçabilité alimentaire. Et ce projet autour du zéro déchet aura aussi donc d'autres types de bénéfices, peut-être économiques, peut-être de meilleure traçabilité pour le client final. Donc ça ouvre un certain nombre d'opportunités très intéressantes et à creuser, à craquer ensemble. Je vous remercie tous pour vos présentations, c'était très intéressant. Merci d'avoir partagé vos expertises.